Après Athènes, c'est le tour aujourd'hui de Sparte, cité que malheureusement n'a pas fait l'objet d'attention adéquate et qui est méconnue du point de vue archéologique. Après des années passées à étudier Athènes, l'intérêt pour Sparte a été pour moi instinctif et très patriotique. Je crois naturel pour soumettre à une comparaison l'histoire urbaine de deux villes, les deux skèles, les deux jambes de la Grèce ancienne. Sur Sparte, nous avons maintenant deux thèses de doctorat d'élèves qui travaillent à l'école italienne, l'une sur l'archéologie de la ville Catacomas, pour employer l'expression de Thucydide, l'autre sur le sanctuaire d'Artemis Orthia, dont l'étude a été possible grâce à l'amabilité de Catherine Morgan, qui nous a permis d'utiliser les cahiers de fouilles anglaises de 1906. Leur lecture fait émerger des données assez importantes pour complètement revoir la chronologie de cet extraordinaire sanctuaire. De mon côté, je me suis occupé de l'agora de Sparte, dont je vais vous parler maintenant, en même temps que de quelques réflexions qui émanent de la comparaison avec Athènes et son histoire ancienne et moderne. Il ne devrait plus rester de doute désormais sur l'emplacement exact de l'agora des Lacédémoniennes qui habitent Sparte, comme dit Pausanias. Après les convaincantes recherches qui ont permis d'aller au-delà des hypothèses précédentes, décidément fausses. Ici, je vous montre le plan. En bas, vous avez la ville moderne de Sparte, hein, avec le quadrillage d'un architecte qui n'avait rien compris de l'histoire grecque et qui a fait un plan hippodaméen à Sparte, mais à la moitié de 1835-36, avec le roi Othon Protos, le premier. Et de Sparte, on a un peu d'archéologie urbaine maintenant, dans les égouts, dans des bâtiments de la ville moderne. Sinon, la partie anneau, au nord, c'est en gris, c'est l'Acropole et l'Agora. Là, ils sont là. Et ça, c'est le parc archéologique de Pausanias qui est sauvé parce qu'il y a des oliviers et il y a des jardins d'enfance, le stade de la ville moderne. Et Pausanias à la main, vous voyez le premier des passages de la photocopie. Lacedaemonion toi Sparten ecusinesti agora theas axia. Hein? Donc Pausanias nous invite à visiter l'agora de Sparte parce qu'elle est digne d'être vue. Theas axia. Je reviens après sur ça. Et avec la description de Pausanias et quelques points rares, très rares points de repère provenant de quelques fouilles menées entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, nous pouvons être certains que l'agora se trouve au nord de la stoa romaine, l'ancienne stoa romaine. Vous voyez, ça, c'est un monument partiellement fouillé par les Anglais, qui est entré dans la littérature comme stoa romaine, mais ce n'est pas une stoa, c'est plutôt un énorme soubassement à voûte. Voilà. Vous voyez, ce sont presque 200 mètres de voûte qui soutiennent la terrasse qui est au-dessus. Et la terrasse au-dessus, c'est l'agora. Et voilà. Donc, on sait maintenant que l'agora est plutôt au nord. Vous voyez, le nord, c'est Anneau, c'est de la aussi dite stoa romaine, pas au sud comme le pensait auparavant. Il s'agit de la célèbre place de Sparte qui, toujours selon le témoignage de Pausanias, nous devons imaginer remplie de mémoires et de bâtiments publics, d'archéia, des temples, statues, seulement imaginés. Parce que l'agora de Sparte a eu un destin bien différent par rapport à celui de sa célèbre homologue athénienne. Une opposition évidente entre deux espaces publics d'importance capitale, apparemment incompréhensible. Pour comprendre pourquoi nous devons nous reporter forcément de manière sommaire au cadre politique et culturel, pour comprendre pourquoi nous devons nous rapporter forcément de manière sommaire au cadre politique et culturel du début des années 30 du XXe siècle, quand les fouilles de l'agora d'Athènes viennent de commencer.
ce choix fut profondément influencé par la conviction que les fouilles de la Grande Athènes devaient être affrontées aussi à côté d'autres considérations, parce qu'il s'agissait d'explorer le focus de la démocratie, le lieu où la démocratie même était née. De fait, dans cet espace, on l'a déjà vu là, sur le Kolonos Agoraios, c'est-à-dire la colline de l'Agora, à gauche, à l'ouest, sur cet espace, avaient pensé, légiféré, agi les ancêtres de la démocratie américaine, la seule authentique héritière de la démocratie grecque, selon le point de vue imprimis des héritiers eux-mêmes. Sparte, à ce moment, était sur le point d'entrer dans une vision de signe opposé. Enfin, Athènes est Athènes, et les États-Unis en sont presque la réincarnation politique. Et Sparte, une réponse ponctuelle nous vient des recherches et d'un très récent article de Stephen Hodgkinson intitulé « Sparta and Nazi Germany ». Un travail riche d'informations, parce que Hodgkinson a réfléchi, comme le dit le titre même de son essai, sur les penseurs, historiens, philologues, philosophes, souvent en même temps hommes politiques, libéraux et progressistes britanniques. Le milieu américain est surtout une attention ponctuelle au rapport entre idéologie dominante et choix de terrain archéologique, aux objectifs à atteindre par la recherche, parfois pas tout à fait innocents, spécialement dans la première moitié du XXe siècle, a été attentivement examiné par Niki Saka dans un article de 2008. L'historienne grecque met bien en évidence l'intérêt scientifique général, le désir américain de fouiller quelque chose d'aussi prestigieux que c'est auquel avaient eu droit les Français. Les Français à Delphes, les Allemands à Olympie. Et nous, les Américains, l'attraction était fatale vers cette sorte d'omphalos de la démocratie, telle que devait être l'agora athénienne dans l'imaginaire collectif. Dans les travaux d'Hodgkinson, nous trouvons en outre une allusion au rapport entre archéologie et histoire de Sparte, filtré par l'idéologie moderne. Pour donner un exemple de le retournement de Sparte, Gilbert Murray, le grand helléniste libéral, beau-père de Arnold Toynbee, déclara qu'Athènes et la Grande-Bretagne se trouvaient dans un camp opposé à celui de Sparte, cité qui aurait sacrifié sa plus ancienne culture, inclination pacifiste d'un peuple voué à l'agriculture, sacrifié à la guerre et à l'efficience militaire. Le fait que Sparte incarne un régime autoritaire militariste est lié à la montée du nazisme, qui justement, à ces années, commence à manifester son vrai visage brutal. Une confirmation, de manière surprenante archéologique, une confirmation archéologique a des problèmes idéologiques, c'est surprenant, mais pour Murray, ça pouvait être. Changement dans l'orientation sociale lacédémonienne, c'est la venue de la fouille du sanctuaire d'Artémis Orthia, menée par la British School à Athens entre 1906 et 1910. La différence évidente dans la stratigraphie entre la richesse et la variété des objets trouvés dans les niveaux archéologiques archaïques jusqu'au milieu du VIe, et la pauvreté vérifiée dans les plus récentes était considérée une preuve des changements radicaux dans la société spartiate. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais pas pour des raisons archéologiques. La phase la plus récente aurait eu comme issue finale le régime austère qui nous rapportent les sources classiques. Si nous pouvons tirer une conclusion sommaire de ce discours, comme pour les nazis de la première heure, Sparte était presque un modèle de société à cause de son refus du commerce et la prédilection pour l'agriculture. Pour la pensée libérale et démocrate, Sparte ne naît pas nazie, mais le devient, spécialement à l'âge classique et dans l'historiographie, en même temps que le régime nazi évolue. Selon le point de vue des observateurs britanniques, c'est la Sparte d'âge classique, celle qu'on peut comparer de façon ponctuelle au nazisme, pas la Sparte archaïque. Tout de suite après, l'opposition avec Athènes devient si radicale et généralisée qu'elle peut être expliquée, pourquoi, pour avoir une idée de l'agora de Sparte, nous pouvons nous appuyer, exception faite pour des rares informations, sur le seul Pausanias,
tandis que l'agora d'Athènes est quasi intégralement portée à la lumière. L'agora d'Athènes est là, je vous montre l'agora de Sparte, c'est des oliviers. Vous voyez, vous avez le Taïjet en face, hein, même avec la neige. Hein, voilà, Sparte, la ville moderne, en bas, et un grand olivier, là, l'agora est là. Personne ne s'est intéressé à la fouiller. Je souhaite que ces observations sommaires soient un jour confortées pour une étude approfondie, que je n'ai pas fait, une étude approfondie concernant le climat intellectuel au sein duquel se développa d'un côté bien consciemment, comme nous le savons, le choix de fouiller l'agora d'Athènes, et même quelle fut l'attitude de langue allemande et des autres traditions culturelles à l'égard de Sparte, à l'exception de l'intérêt pour les Doriennes, qui ne produisait pas toutefois une attention particulière pour les monuments de Sparte. De toute façon, étant donné que les temps, heureusement, ont changé, et depuis longtemps déjà, l'on peut souhaiter que l'agora de Sparte, pauvre et innocente, une fois libérée de l'ostracisme dont elle a été ciblée dans le premier milieu du XXe siècle, soit finalement reportée à la lumière. Et donc, c'est un appel à fouiller l'agora de Sparte, parce que si on prend Pausanias, on se rend compte que ça vaut la peine. Et j'essaie maintenant de tirer quelques indications sommaires à travers l'étude de deux seuls monuments qui sont fouillés. Toute l'agora, trois. L'Astoire romaine, on l'a vu, c'est un grand soubassement du second siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est qui tient la terrasse au sud. Mais il y a deux monuments qui sont plus anciens, qui sont d'époque archaïque classique, qu'on peut chercher de comprendre. Donc, vous arrivez à Sparte, vous avez un tableau qui dit Sparte, Archaea Sparte est à droite, right? Et l'entrée du parc archéologique. Mais tout d'un coup, vous vous trouvez devant, à l'entrée du parc archéologique, un monument fouillé par les Américains. C'était Waldstein qui l'a fouillé en 1892, donc il y a plus qu'un siècle. Waldstein était le directeur de l'école américaine et il a fouillé ce monument. Après, il est parti, est allé à Argos, était le fouilleur de l'Aïon d'Argos. Hein. Donc, il a fait ce monument. Voyons ce monument comme il se présente. C'est un tambour, un énorme tambour de presque 44 mètres de diamètre. C'est 43 mètres et 40. Non? Fait par des blocs en horizontal avec des orthostates. Non? Ça, voilà. Voyons le cercle. Ici, c'est le point où le cercle est à la limite de l'histoire romaine qu'on a vue avant. Et encore, il continue pour dessiner un cercle de 44 mètres. Qu'est-ce que c'est ce cercle? C'était un analemma, c'est un mur porteur. Parce que là, on sait maintenant qu'il y avait une marche naturelle qui a été remplie et tenue par un mur. Non? Donc, c'est la partie à droite, c'est vers le sud du monument. On tombe 4 mètres et demi en bas. Et au nord, on est au niveau du rocher. Donc, les anciens ont bâti un cercle pour le remplir avec du terrain et pour avoir du terrain en plein. Donc, Waldstein fouille et publie en 1893 ce plan. Vous voyez, il y a le trou qui est au centre, il y a des bases de colonnes, bases en pierre pour des colonnes en bois, et en bas, vous voyez, il a trouvé une basilique paléochrétienne qui avait coupé le tambour. Ça, c'est alors, on a commencé à dire, qu'est-ce que c'est ça? Waldstein a dit, c'est le sanctuaire
d'Aphrodite et Zeus olympien. Parce que Pausanias, parmi les dizaines et dizaines de monuments qu'il a vu dans l'agora de Sparte, il a vu un oikodema peripheres, un édifice circulaire qui était voué au culte de Zeus et Aphrodite. Son adversaire de l'époque, Crosby, a dit non, c'est pas ça, c'est plutôt le sanctuaire du Démos. Parce que Pausanias a dit qu'il y a une énorme statue du Démos qui est dans l'agora de Sparte. Alors chacun disait quelque chose sans fondament. Mais là, Waldstein a répondu à Crosby, il disait non, tu n'as rien compris, parce que Démos, c'est une personnification hellénistique, c'est pas archaïque. Et le monument en question a toute l'air d'être plutôt ancien, comme vous voyez, par le type d'architecture. Donc, la discussion termine et on arrive aux années 60. Aux années 60, ça c'est le plan qu'a publié Waldstein. Et aux années 60, on arrive en 62, 5 ans après, le monsieur Christou, c'est l'effort de Sparte à l'époque, Chrysanthios Christou, qui va fouiller le monument. Et publie cette plan. Qu'est-ce qu'on a dans cette plan? Il n'y a plus les bases de colonnes, ils sont disparus. Ils sont les bases de colonnes. Mais il y a un caniveau là en bas, il y a des tombes du Moyen-Âge, il y a la basilique qui avait déjà vu. Donc, dans la littérature moderne, dans les commentaires de tous les spécialistes de la Sparte ancienne, c'est le plan qui est entré. Mais comme vous voyez, c'est un plan différent de celui qu'avait publié Waldstein. Et Waldstein avait publié un plan qui comportait les mêmes éléments qu'avait trouvé Christou. Alors, je demandais le permis de faire nettoyage. Seulement un nettoyage, pas de fouilles. Pour fouiller en Sparte, il faut demander le permis à, je ne sais pas, au patriarche de Constantinople. Mais non, alors, on a nettoyé, et voilà le résultat. C'est pas facile là. Pardon. Le résultat, c'est que on a trouvé les bases qu'avait trouvé Waldstein. Voilà. Ce sont des bases en pierre pour des colonnes en bois. Les jeunes élèves de l'école s'amusent. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on fait des animations pareilles, mais c'est pour donner l'idée qu'il y avait des colonnes dans les bases. Donc, on a trouvé le péristyle. On a retrouvé la canalette qu'avait trouvé Christou. Non? Et donc, on a toute une série d'éléments pour proposer une nouvelle interprétation du monument, au moins de ne pas accepter l'interprétation précédente. Parce que là, par exemple, la canalette a été interprétée comme puits pour les nagismos. Donc, c'était pour le culte de Brasidas, le nagismos pour Brasidas qui avait son héron là. Donc, il y a une base qui est peut-être un hôtel, et ça, c'est intéressant, on a retrouvé un trou de 80 cm qui était exactement au milieu soit du péristyle des colonnes en bois, soit du tambour. Ça, c'est la chose là, voilà, plus intéressante. Donc, mais pour contribuer à une nouvelle interprétation du monument, nous, comme doivent faire les topographes, les gens qui s'occupent du contexte topographique et urbanistique, j'ai demandé au contexte de m'expliquer où est-ce qu'on se trouve, où est-ce que l'édifice circulaire qui est dans la nature, dans les oliviers. Mais l'édifice circulaire se trouve exactement à l'extrémité sud-ouest de l'agora. Donc, l'agora a été, la limite de l'agora était le
le but d'un travail d'un jeune chercheur italien, Andrea Baudini, qui a publié ça, lequel, seulement avec une image Google Earth, a transféré sur l'image les monuments et a trouvé des correspondances formidables, c'est-à-dire l'édifice circulaire là, il y a l'édifice qu'on verra après, ça c'est la stoa romaine soi-disant, et là on a les remparts de la ville de l'Antiquité tardive du 5e, 6e siècle, non, dont on voyait des morceaux et une énorme fortification, qui a le même emplacement topographique dès la limite de la place ancienne. Donc, on a quelques éléments pour être sûr que, grosso modo, l'agora était là. Bon, la termination à no, c'est hypothétique. Non? Mais à l'ouest, c'est-à-dire à gauche, au sud et à l'est, on est presque sûr que ça, c'était les limites de la. Alors, où est-ce qu'on va se trouver? Où est-ce que se trouve l'édifice circulaire? À l'extrémité sud-ouest. Et alors, lisons Pausanias. C'est le texte 3, 12, 10, le second au milieu de votre handout. Et era de ectes agoras esti exodos, caten poietais physin i calumeni skias, entha cainiun eti ecclesiazusin. Tauten ten skiada, Theodorutus amiu facinene poima, os protos iaceai sideron eure, cae agalmata apautu placei. Enthauta, e cremasan ic lacedemonioi tentimotheon tumilisiu quitaran, catagonontes oti cordai sepnatai sarcais efeuren, ente quitharodia tesseras cordas. C'est un texte formidable. Alors, Pausanias, dans son tour, tout le monde s'occupe de tout Pausanias, c'est impossible de comprendre, parce que le point de repère, on n'a que le théâtre, le sanctuaire d'Artemis Sortia, et peut-être l'agora, peut-être, non? Mais pour le reste, il a au moins 150 sanctuaires liés. Et c'est impossible. Tout le monde fait des tentatives de lire le parcours de Pausanias. C'est très difficile. Moi, j'ai choisi de partir des éléments sûrs, c'est-à-dire l'archéologie. On a un édifice circulaire qui se trouve à l'extrémité sud-ouest, à la proximité d'une exodos, d'une sortie. Alors, que dit Pausanias? Il y a une autre sortie de l'agora. Il y avait déjà décrite la première, à côté de laquelle se trouve la aussi dite Skias, où encore aujourd'hui ils font des ecclésiae, ils font des assemblées. Et ça, c'est le mot à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Tauten ten skiada, la Skias en question, est œuvre de Théodoros de Samos, lequel a été le premier qui a trouvé la manière de fondre des statues en fer. Bon, ça, c'est moins intéressant. Ce qui est plus intéressant de Pausanias, c'est que dans la Skias, en Tauta et ici, ils sont suspendus la chitarra, la lyre de Timotheos de Milet, lequel avait osé ajouter 4 cordes aux 7 de la lyre traditionnelle. Et donc, c'était un scandale pour les Spartiates, que quelqu'un avait transformé la lyre heptacorde en 11 cordes. Donc, il a été condamné. Donc, je retiens 2 choses. La guitare, la musique, et quelqu'un qui fait des jugements, qui dit non, tu t'es trompé, tu as perdu, tu as gagné. Donc, les agons de musique, les fêtes musicales et la tradition de la citarodie spartiate. Ça, sont les 2 choses. Mais le seul qui a compris que le monument de Waldstein était la Skias était Fernand Robert. Génial.
dans sa thèse sur Timée, l'architecture, il a dit, pour les autres, ils ont trouvé des interprétations les plus bizarres. Mais Robert avait compris, mais il n'a pas pu expliquer pourquoi. Alors, nous essayons d'expliquer comment. Mais j'insiste, je n'ai pas tous les éléments, parce que j'ai fait une semaine de nettoyage, mais il fallait faire aussi des coupes stratigraphiques et terminer le nettoyage, vous avez tous les éléments. Mais à la lumière des éléments qu'on a, je propose cette interprétation. Donc, tout d'abord, revenons à Athènes. Vous avez, sur la côté ouest de l'Agora, vous avez l'Atolos. L'Atolos, c'est le Britannicos Oikos, où il y avait où on mangeait, comme nous a enseigné dans son splendide volume Pauline Schmitt. Mais l'Atolos, et on sait par Hesychius, qui était connu avec le nom de Schias. Donc, c'était la Schias d'Athènes. Alors, on a essayé de la dater. Bon, il y a toute une série de considérations archéologiques très compliquées, mais on arrive à la conclusion que l'Atolos d'Athènes a été bâti par Cimon, au temps de Simon, les années 70. C'est la chronologie qui a trouvé parenthèse. Thomson fouille l'Atolos et dit c'est 70. Après, Rhodes publie le commentaire d'Athanaion Politeia et dit c'est plutôt avec Ephialte que commence la transformation de l'Athanaion Politeia. Alors, Thomson dit à bien voir, on peut dater 10 ans après pour faire coller la chronologie archéologique qui devait être indépendante avec la proposition nouvelle que Rhodes faisait de l'Athanaion Politeia. Nous, on a repris, mon élève Riccardo Di Cesare a repris tout le dossier et a montré clairement que la Tolos d'Athènes est de l'époque de Simon. Pourquoi j'insiste sur Simon? Parce qu'il était philolacon, il avait appelé son fils Lacédaïmon, il a implanté les platanes dans l'agora d'Athènes, donc il y a tout un milieu qui se refait au modèle athénien. Mais il y a un autre élément, le seul que je peux citer. Les dimensions sont exactement les mêmes. C'est 16 mètres et 50. Soit la Tolos d'Athènes, soit la Tolos de Sparte. Mais malheureusement, on ne peut pas comparer les fonctions. Parce que si dans la Tolos d'Athènes, on mange, dans la Tolos de Sparte, on fait de la musique, on ne mange pas. Et donc, ça, j'incite moi-même à pousser plus loin ma interprétation en attendant de nouveaux éléments. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur l'expression de Pausanias, kai eitiniun ecclesiazusin. Si on traduit, ils font des assemblées, il ne faut pas un parasol, il faut un cirque, parce que pour faire, le mot schias signifie parasol. Si c'est un parasol pour une assemblée, il faut un parasol comme un cirque pour mettre 3000, 4000 personnes. Donc évidemment, là, l'expression au pied de la lettre doit être retenue, mais pas pour traduire Pausanias dans le sens qu'ils font des assemblées. Et ça, c'est... Pausanias nous donne seulement deux éléments, que Théodoros de Samos l'a fait, et qui, dans la Schias, il y a la lyre, la chitarra de Timotheo de Milet, qui avait été condamné parce qu'il avait osé ajouter les cordes à la lyre. Donc, avec des fonctions plutôt de caractère musical, et y compris mais voilà, ça c'est la Tolos d'Athènes, avec la restitution proposée par les Américains. Il y a un édifice de même dimension à Érythrée, que M. Pnefler connaît très bien, et qui, je pense que c'est à vous de la publier, non, monsieur? J'ai lu une note qui a été seulement dans une publication préliminaire, dit là est en cours d'étude par les collègues suisses. Et même là, on est à 16 mètres. Mais on sait, voilà, c'est le plan de la Tolos de l'édifice d'Érythrée, on ne sait pas grand-chose. Et ça, c'est là, finalement, là. Ah, et voilà. Ça, finalement, c'est le plan qu'on a fait nous
avec tous les éléments, c'est-à-dire soit le péristyle, soit la canalette. Et le problème, c'est finalement, qu'est-ce qu'on arrive à s'imaginer? Il y avait un tambour de 44 mètres et un plus petit, c'était un péristyle, mais il y avait le vide entre les colonnes. Donc, on pouvait se mettre tout autour de la partie centrale pour assister aux compétitions musicales qui sont suggérées par le texte de Pausanias avec la lyre, parce que nous n'avons pas des éléments. Et Théodoros Osamios, on le connaît, c'est un architecte connu, il a travaillé plutôt la seconde moitié du VIe siècle. Donc, si on arrive à prouver que c'est un monument de fin 6e, seconde moitié 6e, donc on a les éléments pour dire que c'est la Schias. En tout cas, je pense qu'on peut exclure soit l'oïkodema peripheres et de Aphrodite et Zeus, soit la statue du démos, et en plus, un élément que j'ai utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la position topographique à la sortie de l'agora, parce que la Schias de Pausanias se trouve là, où est la seconde sortie. Et terra dectes agoras exodos se trouve. Et Pausanias, après, toujours le même texte, dit à côté de la Schias, il y a l'oïkodema peripheres. Donc, l'oïkodema peripheres, qui, avec les statues de Zeus et d'Aphrodite olympiennes, se trouve à côté de la Schias. Et là, il dit qu'on dit, les Spartiates, que c'est Épiménide qui l'a fait. En effet, il y a un autre monument circulaire à côté, mais qui a été complètement occupé par la basilique paléochrétienne. On ne reste qu'un morceau, deux blocs comme ça, et c'est difficile de dire, mais sûrement c'est un édifice circulaire qui est collé au tambour de l'édifice que j'ai interprété comme Schias. Voilà le tambour. Et l'autre élément, ça c'est pour les architectes, que je peux citer, c'est que mon ami Ottavio Vozza, qui a fait le relevé avec le théodolite, il a trouvé que le trou qui est au centre, c'est d'une précision millimétrique. Bon, on est au VIe siècle, vraiment. C'est exactement le centre du cercle avec les colonnes en bois et du tambour. C'est le même, sont concentriques. Et là, il y a un poteau de 80 mètres sur lequel nous avons les rayons qui vont se poser sur les colonnes en bois. Donc, on a une sorte de gazebo de 16 mètres avec l'espace vide parmi les colonnes dans lequel Pausanias a vu la lyre de Timothée de Milet. Ça, c'est tout. Mais passons maintenant au second monument. Ça, c'est qui a été fouillé par Christou, le même effort de Sparte, qui avait refouillé la Schias sur l'édifice circulaire, a fait une campagne de fouilles sur le côté ouest de la place, mais il ne s'était pas rendu compte que c'était l'agora. À l'époque, on disait que l'agora était là. Mais quand ils ont bâti le stade, vous voyez, tous les jardins d'enfants, c'est là, on n'a rien trouvé. Donc, c'est exclu que l'agora se trouve au sud, se trouve au nord. Tout, non? Mais quand il a fouillé un monument qui est entré dans la littérature comme le monument fouillé par Christou. Sans nom. Fouillé par Christou. Voilà, le monument fouillé par Christou. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est sûrement une stoa. C'est une stoa dont, excusez-moi, je vais
C'est une stoa dont le Christo a fouillé un morceau qui va d'ici à là, ça fait 31-32 mètres. Mais vous voyez, à la limite, là, le mur continue encore. Non, c'était en bas plutôt. Ici a été cassé par des maisons d'époque byzantine, mais la stoa continue. Donc c'est le mur de fond d'une stoa. Donc le mur est en même temps mur de fond de la stoa et mur de terrasse, non, qui fait un angle. Voilà. Ça, c'est l'esquisse de Ottavia. Donc c'est le mur de terrasse en polygonal qui fait un angle là pour 15 mètres. Et ça, c'est plus que 30 mètres. Et ici, c'est la façade dans laquelle nous imaginons les colonnes, mais il faut fouiller. Mais si c'est une stoa, il faut qu'elle ait des colonnes. Et vous voyez, à l'intérieur, tout l'intérieur du portique est partagé tous les 4,50 mètres régulièrement par des mois d'éléphants. Vous voyez, et il y a des tâches peut-être d'une utilisation secondaire, mais sûrement il y avait un étage supérieur, parce que les murs d'éléphants s'arrêtent là. Donc il faut imaginer qu'il y avait un pavement d'un plat supérieur. Ça, c'est... pendant la fouille, je vous montre, après on revient sur ça, sur le beau appareil polygonal de la structure, oui, qui est là. Voilà. Ça, c'est aussi dite stoa romaine. Non? Ici n'est pas fouillée, elle arrive jusque-là, en contact avec l'édifice circulaire. Il y a un espace de 5-6 mètres entre les deux, et ça, c'est le monument dont je vous parle maintenant, avec le mur nord-sud qui fait plus que 30 mètres, le mur est-ouest 15 mètres, et ici, on arrive à voir le commencement du stylobato, mais seulement un bloc du stylobato de la stoa, donc est ouverte vers l'est. Et voilà qu'est-ce qu'il a trouvé dans la fouille. Malheureusement, je dirais, parce qu'une fois qu'on trouve des statues, fine. En tout cas, les statues, tout le monde, qui c'est ça? Il a été publié comme Julia Mamea, mais maintenant, Madame Curino, l'ancien effort de l'Acropole, l'a republié comme Julia Aquilia Severa, qui était la seconde et quatrième femme de son mari, qui s'est mariée 2 fois avec la même. La seconde et la quatrième fois. C'est Julia Aquilia Severa, c'est la femme de Settimo Severo. Vous voyez, la pauvre est tombée, mais il semble que l'édifice a été détruit au 5e, 6e siècle après par un incendie, et donc le visage est comme ça à cause du feu plutôt que... Mais donc, après ça, ni une publication de la fouille, ni un plan, ni rien de rien. Et donc, j'essaie de l'encadrer toujours avec l'aide de Pausanias. Voyez la technique avec laquelle sont faits les murs de la partie vers nous, c'est vers l'ouest, avec les diatones, orthostates, diatones. C'est un appareil vraiment d'époque, de bonne époque classique. Bon. Même si j'insiste sur le fait qu'il fallait faire des sondages, faire des contrôles stratigraphiques, mais ça, ce n'est pas de l'intérêt de l'effort actuel qui ne veut pas qu'on le fasse. Bon, c'est simple. Ok. La réponse est ok. Tinagano. Alors, je vous propose l'identification de ce monument. Vous voyez le texte de Pausanias, Anno, en 11.3. Après avoir dit que l'agora de Sparte est digne d'être vue, Pausanias dit «Epiphanestaton de tes agoras esti en stoan persiken onomazosin apo la fyron pipoieteisen ton medicon».
que le lieu le plus spectaculaire, non, le plus évident de l'Agora d'Athènes, est la Stoa Persicae, le portique des Perses, qui s'appelle comme ça parce qu'il a été bâti avec l'aphyra, avec le butin tiré par les Perses, apoton médicon. Anachronon, dans le cours du temps, elle est devenue grande comme elle est maintenant et elle a été refaite. Non? Qu'est-ce qu'il y a dans cette stoa? Il y a des colonnes de marbre blanc, lit ou levko, qui ont l'image de Perse. Sont des colonnes avec les portraits de Perse, et parmi lesquels on a Mardonios, le fils de Gobrias, et Artemisia, la fille de Lygdami. Donc, c'est clair, non? La stoa s'appelle Persicae, a été bâtie avec le bulletin des guerres médiques, mais après Platée. Parce que s'il y a Mardonios et Artemisia, on est après Salamina et après Platée. Donc, on est plutôt vers la seconde carte du 5e siècle. Artemisia était la reine d'Halicarnassos, qui s'est battue avec ses navires à Salamine, avec les Perses, et Mardonios était le chef de l'armée qui est mort à Platée contre Pausanias. Pausanias, le stratège de Sparte. Et là, la stoa n'a pas été comprise. La celle qui avait proposé l'identification a été Madame Curino. Hélène Curino a fait un thèse de doctorat sur la topographie de Sparte, avec une série de fiches, son fiche de monument, et dit ça, c'est peut-être la stoa Persicae. Elle a raison, selon moi, mais elle n'a pas expliqué pourquoi. J'ai essayé avec. J'ai fait une autre tentative d'expliquer comment est-ce qu'on arrive à ce résultat. Elle a à ce jour proposé la thèse, pas l'hypothèse. Je cherche l'hypothèse derrière ton axiome, derrière la dignité victienne. Mais peut-être que je me trompe. Non? Alors, je parle de ça. L'appareil polygonal qui a été choisi pour bâtir ce monument, une fois qu'on accepte qu'on est plutôt vers le milieu du 5e siècle, le second quart du 5e, parce que c'est après les guerres médiques de Platée et Salamine, c'est anachronistique. Normalement, quelqu'un peut dire, mais tu connais tous les monuments de Sparte pour dire, peut-être qu'à Sparte, on a continué. Normalement, dans le monde grec, le polygonal a été abandonné depuis longtemps. Donc, c'est un choix d'une volonté d'imiter quelque chose. Pour moi, ils sont imités la stoa des Athéniennes qui est à Delphes. Et parce que je ne trouve pas que c'est un hasard, mais alors, pour avancer dans ma interprétation, je suis obligé à parler de la stoa des Athéniennes en partant de l'excellente publication, de la plus belle publication d'archéologie faite par Pierre Amandri en 1953 dans un fascicule des Fouilles de Delphes, un test encore insuperé. Et qu'est-ce que... je t'en prie. Mais la stoa de Delphes est un monument très particulier. D'abord, Pausanias arrive et dit les Athéniens ont bâti cette stoa. Je vais chercher la... Et, non, les Athéniens. Il voit la stoa des Athéniens et il dit que dans cette stoa, on trouve la dédicace de Phormyon. Phormyon était le stratège athénien qui a gagné dans le golfe du Corinth 429. Hein? Et Pausanias, il voit un épigramme qui parle de la victoire de Phormyon, et il voit comme dédicace ploion ta acrakos memata, kai aspides calcae. Il voit des prues de bateaux et des boucliers en bronze. Alors,
Mais déjà, dans l'édition d'Amandri, d'alors, on sait que cette chronologie pausanienne n'est pas possible, parce que ça fait conflit avec la dédicace qu'on a. C'est une grande inscription qui est dans le stylobate, dans laquelle on a la phrase Athenaioi anetesan ten stoan kai ta opla kai ta croteria elontes ton polemion. Hein? Alors, c'est une dédicace et absolument plus ancienne de Phormion. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est la chronologie des inscriptions fondée sur l'épigraphie. Bon, pour l'épigraphie attique, pour l'épigraphie de cette époque, on ne peut pas jurer d'arriver jusqu'à 2-3 ans. Mais entre 480 et 430, il y a une différence. Non? C'est pas possible, parce qu'il y a des choses, par exemple, le θ, vous voyez, le θ, c'est un cercle avec le croix. Et on disait que c'était plutôt avant 480. Après, on l'a vu dans les ostracas de Thémistoclès. Le nom de Thémistoclès s'est fait avec ça. Donc, encore, les gens qui écrivaient sur les ostracas n'étaient pas peut-être fait la mise au jour de la manière d'écrire. En tout cas, on ne peut pas descendre jusqu'à 430 pour dater l'inscription du stylobate. Donc, il y a une différence de chronologie entre la chronologie pausanienne et la chronologie que nous tirons de l'inscription que Pausanias n'a pas vue, ou n'a pas lu, et ne savait pas que les Athéniens avaient dédié cette stoa avec les opla et les acroteria. Acroteria, c'est les plus aussi, et l'ontes ton polémion, qui ont pris aux ennemis. Malheureusement, l'apicide assis aux ennemis n'a pas spécifié quel ennemi. Et s'il avait spécifié, on nous avait évité de centaines et centaines d'articles, parce que le fait que les ennemis sont les ennemis, quelqu'un a pensé que ce sont les Grecs, parce que ce sont les Mèdes, sont les Mèdes. Quand ce ne sont pas les Mèdes, ce sont les Grecs, on ne peut pas dire les barbares, on dit les ennemis. Et donc, alors, je n'arrive à comprendre comment est-ce qu'on peut s'imaginer que la stoa des Athéniens a été bâtie par les Athéniens contre les Grecs, comme a été proposé par une jeune chercheuse qui a proposé que c'est après que la victoire des Athéniens contre les Naxiens. Les Naxos s'étaient refusés d'entrer dans la Ligue, et c'était la première cité que les Athéniens ont attaquée les années 70 pour le convaincre à entrer dans la Ligue. Alors, après la victoire, les Athéniens dédiaient les plus des bateaux, des navires des Naxiens. Bon, peut-être, je ne le crois pas. Je préfère d'imaginer que la stoa des Athéniens a été bâtie par les Athéniens avec le butin pris aux barbares. Et voyons pourquoi. Mais il faut expliquer d'abord qu'est-ce que signifie ta opla kai ta acroteria. Alors, Pierre Amandri avait proposé une solution très intelligente en disant que opla, c'est la même expression que Hérodote utilise pour dire le cordage, pour définir le cordage que le père de Périclès, Xantippos, fils d'Ariphron, avait récupéré à Sesto. Donc, dans le cours de la guerre contre les Perses, le père de Périclès, Xantippe, commandait un groupe d'Athéniens qui ont pris le fortin de Sestos. Et lui, qu'est-ce qu'il a trouvé? A trouvé le cordage du pont que Xerxès avait bâti pour traverser l'Hellespont. Alors, Hérodote nous dit qu'il prend cette opla, donc utilise le mot opla, et l'envoie au sanctuaire de la Grèce comme dédicace. Donc, c'est intéressant d'imaginer qu'en ce cas, on est jusqu'après, là, si les oplas en question sont les oplas du pont bâti par Xerxès, on est après Salamine, après Platée, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'expression tacroteria?
En effet, il y a un autre problème intéressant, mais on peut le même, Amandine l'a proposé en même temps en disant que c'est une lection difficile. Les colonnes de la storia des Athéniens sont 7. Alors, il a comparé le numéro des colonnes avec un passage d'Hérodote dans lequel on apprend la bataille navale de Marathon. À Marathon, il y a eu une bataille au bord de la mer. Et les Athéniens ont capturé 7 bateaux. On le sait parce que, voilà. Voilà, malheureusement, c'est le grec d'Hérodote n'est pas sorti. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte Hérodote? Que quand la bataille de Marathon a commencé, on est dans la Babel même qu'avec l'informatique, un langage universel, on ne l'aura jamais. Alors, les Grecs se sont lancés contre les barbares. Une fois arrivés à la plage, le chef des Athéniens était Kinégiros. Kinégiros était le frère d'Échille. Échille s'est battu à Marathon avec son frère aîné et à Salamine avec son frère plus jeune. Il a fait les deux. Mais à Synégire, il est mort. Parce qu'il s'est lancé contre le bateau des Perses et avec les autres, il a commencé à attaquer les bateaux et un Perse l'a coupé en deux avec une hache. Mais la gloire de Synésire est garantie parce que, comme on sait par Pline, le frère de Phidias, Panénus, a fait un tableau dans la stoa Poikile. Il y a le tableau de Polygnote, non, mais il y a, et il a fait le portrait, parce qu'il a fait Iconicos Duces. Il a dessiné la bataille, mais les duques, il a fait Iconicos, a fait les portraits. Qui c'était? Dans les Athéniens, on a Miltiade, Callimachos. Callimachos était le chef de l'armée athénienne qui est mort à Marathon. Et donc, nous, on a maintenant le trophée. Je vous invite à voir au musée de l'Acropole, on a le trophée, la colonne avec la nique et la dédicace à Callimachos qui est mort à Marathon pendant la bataille. Et on a Miltiade, bien connu, Callimachos et Cinegirum. Cinegirum, Kinégiros, est le frère de Échille qui est mort dans la bataille qui est décrite par Hérodote dans le texte en arabe qui est là-dessus. Et pour les barbares, il y avait Datis et Artaferne dans le tableau de... Bon, mais on n'arrive jamais à savoir, à dater exactement l'histoire des Athéniens. Je pense qu'on peut... je préférerais après Marathon, mais je n'ai pas des éléments pour dire si du 90, 80 ou 86... c'est difficile à dire, mais il y a une série des éléments. La seule chose que je dirais, c'est que l'histoire des Athéniens a été utilisée comme modèle. On verra. Après, encore un élément pour l'histoire des Athéniens, c'est le passage de Vitruve, Porticum persicam ex manubis. Laudis et virtutis civium indicem victoriae postis pro tropea constituerunt. Ibique captivorum simulacra barbarico vestis ornatum. Cioè, la storia des Perses, la storia persique, alors quand Pausanias dit qu'il y avait des colonnes avec les portraits, Charles Picard avait imaginé, les années 20, dans les commentaires, que c'était des colonnes celate, que les portraits étaient dans la colonne. Mais on ne peut pas suivre cette interprétation, ce sont plutôt des télamons. Non, le portrait, c'est au lieu du chapiteau. Et donc, voilà, cette statuette a été trouvée par Jorgo Steinhauer, ancien effort de Sparte, dans des fouilles d'un quartier auprès du fleuve Eurota, où on a exactement ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire un Perse, avec la gueule d'un Perse, la barbe d'un Perse, et avec la position d'un captivus, d'un barbare, d'un prisonnier,
qui est dans la position antélamon. Donc, on peut l'imaginer comme une réduction en miniature de ce que dit Pline, Vitruve, quand il dit Ibique captivorum simulacra barbarico vestis ornatu, superbia meritis contumenis munita, sustinentia tectum con locaverum. L'ont mis là pour tenir le toit. Hein? Et pour être comme uti et hostes sorrescerent timore aurum fortitudis, et cie vestis emplum virtutis. Donc c'est pour faire de la terreur contre les ennemis et pour indiquer aux citoyens le modèle de vertu. Donc, mais il y a un problème sur lequel j'aimerais revenir. C'est l'histoire de la Stoa des Athéniens. Pour revenir au problème que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'anachronisme de l'usage du polygonal. Même à l'époque du bâtiment, de la construction de la Stoa des Athéniens, le polygonal était un héritage, ce n'était pas une construction nouvelle. Le polygonal était le mur de la terrasse du temple d'Apollon. Voilà. Vous voyez, non? Qui fait d'un but à l'autre 84 mètres. Et qui était bâti par les Alcméonides quand ils ont reçu la charge de bâtir le temple d'Apollon entre 512 et 504. Bon. Enfin, la dernière décennie du VIe siècle. Et quand les Athéniens ont bâti la Stoa, il y avait déjà le mur. Donc, si l'on bâtit après Marathon ou après Salamine, c'est 40 ans après, 35, 40 ans après. Donc, ils ont utilisé le mur de la terrasse du temple d'Apollon, ils ont mis les 7 colonnes devant, avec l'inscription de dédicace. Athénaïoi, Anetegan, Aponton Polémion. On prie avec les opla et les acroteria pris aux ennemis. Donc, et alors, je réfléchis, qu'est-ce qu'ont fait les Athéniens à Delphes? Si nous allons à l'entrée du sanctuaire, à gauche, jusqu'après la guerre, on ne sait rien, hein, un monument formidable, décrit par Pausanias. Il avait 13 statues en bronze, ouvrage de Phidias, qui étaient les statues d'Athéna, d'Apollon et de Miltiade. Et après, 7 héros éponymes, pas les 10, 7 héros éponymes choisis, et 3 héros qui ne sont pas éponymes, ils sont Codros, Thésée et Philaeos, c'est-à-dire l'ancêtre des Philaïdes. Les Philaïdes, c'est la famille de Miltiade et de Simon. La statue ont été faites par Phidias, donc on est sûr que le groupe, les 13 statues ont été réalisées par Phidias sur commission de Simon. Et donc on est dans la décennie autour des années 70, avant l'ostracisme de Thémistoclès, quand à Athènes, la propagande était mieux Marathon ou c'était mieux Salamine, non? Marathon signifiait Miltiade qui était mort, et donc c'est son fils qui a l'intérêt à faire des choses pour ne pas oublier Marathon, et Thémistoclès qui était pour Salamine. Mais à l'intérieur du sanctuaire, on a la dédicace des statues de Phidias. Devant le trésor des Athéniens, et Pausanias dit, faites avec le bulletin des prix Homède, il y a le socle de Marathon. Vous savez qu'il y a une inscription qu'on ne lisait pas, que maintenant les Delphiens ont réussi à lire, avec la dédicace toujours après les Mèdes, et la Stoa des Athéniens. Après Salamine, on n'a rien de tout ça. Pour Salamine, la Pythie a empêché à Thémistoclès de déposer des offertes. La seule chose qu'on a, la seule la plus importante, c'est la colonne qui est à l'hippodrome de Constantinople, que Constantin a amené à Constantinople, avec la liste de tous les Grecs qui s'étaient battus contre les barbares,
qui, selon Pausanias, a été voué en koino, en commun. Donc, à Salamine et à Platéa, c'est les Grecs qui ont gagné. À Marathon, on gagnait seulement les Athéniens. Et donc, jamais imaginez que la stoa des Athéniens était plutôt quelque chose qui va dans le sens de Marathon. Mais on ne peut pas le dire d'une manière catégorique, c'est une hypothèse. Mais ce qui m'intéresse, c'est de revenir, en revenant sur la stoa, ça c'est la stoa des Athéniens, vous voyez, et ça je vous propose la comparaison entre les deux. À gauche, vous avez la stoa de Sparte et à droite, la stoa des Athéniens. Et la comparaison est frappante, même s'il faut encore mieux la démontrer, bien sûr, avec des fouilles pour l'archéologie et pour comprendre toutes les transformations de la stoa, de l'édifice que je vous propose d'identifier comme stoa persiquée, la stoa persiquée. Et on sait que, bon, seulement les Éginettes ont dédié dans le temple d'Apollon un arbre de bateau, comment on dit, un bateau, l'arbre hein? Un mat. Les Éginettes ont dédié un mat dans le temple avec 3 étoiles d'or. Là, c'est dédicace faite. Pour le reste, on n'a que la colonne avec le trépied en or. C'est la colonne Coclide avait la liste des dédicataires et au sommet, un trépied en or. Le trépied a disparu, la colonne vous pouvez la voir encore si vous allez à Istanbul, à Constantinople, pardon. Vous allez à Constantinople, vous la voyez à l'entrée de l'hippodrome, il y a la colonne qui Constantin a amenée le problème, c'est que, comme on sait, qu'à Marathon, il n'y avait pas les Spartiates. Quand Philippides est arrivé, qui n'est pas celui qui a fait la course de Marathon à Athènes, c'est a fait la course d'Athènes à Sparte, pour après, après l'histoire change de la gloire. Et les Spartiates ont dit, on ne peut pas, on est à la fête d'Apollon, les carnets, on ne peut pas, la religion nous empêche de partir. Donc, le seul qui avait tiré à la gloire à Marathon, c'était les Athéniens. Mais après Salamine, ça change. Et finalement, qu'est-ce qu'on a alors pour recomposer la topographie de la partie sud-ouest de la on aurait la Scias, là, qui sont obligés à arrêter là, parce que là, au milieu, entre la Stoa des Perses et la Scias, il y avait un passage. Il faut aller à Sparte pour comprendre. Si on continue à étudier la topographie de Sparte dans la bibliothèque, on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la rue qui va au théâtre. Et Pausanias dit, en sortant de l'agora, je prends la rue pros Elion diunonti eonton. Non? C'est le texte 14.1 de votre handout. Ec detes agoras pros Elion ionti diunamenon. En direction de l'ouest, vers où se couche le soleil, il va vers le théâtre, qui est 300 mètres à l'ouest. Donc, le passage est important pour la topographie générale. Mais, pour conclure, il faut qu'on revienne à ce que j'ai dit au début, à propos de le manque d'intérêt pour Sparte dans le débat du XXe siècle entre l'Athènes démocrate et la Sparta nazie. Ce qui, comme tu sais bien, le grand Lewis Mumford, l'histoire de la ville, le dit explicitement. Les Spartans étaient les nazis de l'Antiquité. On le dit dans le premier volume
l'histoire l'histoire de la ville, qui a été traduite dans toutes les langues du monde. Et Lewis Mumford le dit exprès, les Spartiates étaient les nègres. Mais à part ça, je voudrais essayer de comprendre le même manque d'intérêt dans notre point de vue. Et je voudrais terminer avec quelques considérations. La comparaison contrastée entre Thucydide et Pausanias. Alors, lisons Thucydide. C'est le passage 1-10, c'est très très célèbre. Très très célèbre. Je fais un résumé parce que l'ora è fuggita, comme on dit Cavaradossi, le peintre de Tosca. Alors, Thucydide, il parle de l'expédition des Grecs contre Troie. Et dit, attention, il faut faire attention, pas juger la puissance d'un État à partir de ses monuments. Mycène, par exemple, était un site aujourd'hui ignoble, mais Mycène était Mycène. Et alors, lui fait un exemple formidable. Il dit, par exemple, mettons qu'un jour, la ville de Sparte est détruite complètement. Donc, il parle comme un archéologue. Il dit, je vois que des ruines. Non, je vais à Sparte et je trouve seulement les fondations des bâtiments, les ruines. Alors, si je dois juger par les ruines, je dirais que Sparte était une ville minable. Mais je sais d'ailleurs que Sparte avait occupé, contrôlé, possédé le 2/5 du Péloponnèse et qui avait exercé son pouvoir sur le reste du Péloponnèse et qui avait maintes alliés. Si la même chose devait se passer à Athènes, à en juger par les monuments, l'on serait porté à croire que celle-ci jouait d'une puissance de loin supérieure à sa réputation. Toute compte faite, rappelle Thucydide, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Or, c'est-à-dire, la puissance se relève d'autres éléments. Ce jugement sec et sévère a sérieusement influencé la postérité, étant déterminé une communis opinion pour laquelle, mis à part les préjugés aux égards des Spartiates, nazis, nous ne pouvons pas exclure que Thucydide a eu une responsabilité. Selon Daniel Stewart, dans un article qui vient de paraître dans Hesperia 2013, il est possible que la ville antique a été bâtie sous l'ancienne et détruite sans pitié parce qu'ils ont utilisé Thucydide pour dire il n'y a rien qui vaut la peine de garder. Et ça, c'est la conclusion à laquelle est arrivé Stewart. C'est-à-dire que la ville moderne, ce qui nous reste de la ville, c'est seulement la partie en haut de l'acropole où il y a le théâtre et l'agora qui est un olivier privé qui s'est sauvé par hasard presque. Non? Mais toute la ville en bas a été détruite. Et Pausanias ne servit à rien, qui commence en disant que l'agora de Sparte était digne d'être vue. Elle appartient à la catégorie pausanienne, ce qui est digne de. Non? Vous voyez, agora, theas, axia. To teatro in theas action. Litu lefcu theas action. C'est de marbre blanc qui est digne d'être vu. Et donc, rien n'a servi parce que en polémique avec Thucydide, notre regretté maître Domenico Musti, il pensait que Pausanias était en polémique avec Thucydide. Elle avait dit plusieurs fois qu'à Sparte, il y avait des choses dignes d'être vues en polémique. Je ne sais pas.
peut-être, parce que Pausanias énumère plusieurs monuments de l'époque romaine, que Thucydide ne pouvait pas connaître. Exception faite par la Scias et la Stoa des Perses. Je ne sais pas si les monuments que je vous ai présentés pouvaient être identifiés avec la Scias et la Stoa des Perses. Sûrement, l'Agora de Sparte mériterait, comme celle d'Athènes, d'être reportée à la lumière, aussi de manière à éliminer beaucoup de liens communs à partir de celui de Thucydide peut-être. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie.